Au sommaire, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a présidé aujourd'hui vendredi le cadre de concertation nationale gouvernement-société civile. La révision annuelle des listes électorales et les réformes politiques et institutionnelles ont été le centre d'intérêt de cette rencontre. Une rencontre qui a permis aux deux parties d'exprimer leur volonté commune de se donner la main pour le retour de la cohésion au Mali. Visite inopinée de la ministre des Transports et des Infrastructures sur le chantier des travaux d'aménagement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27. Il s'agit du tronçon 2x2 voies et 2x3 avec bande d'arrêt. L'entreprise Covec en charge de l'exécution du chantier poursuit les travaux à satisfaction. Le Mali et ses partenaires au secours des populations de la région de Tombouctou qui ont été victimes d'inondations, des vivres, des kits sanitaires, des tentes médicalisées et plusieurs kits de dignité ont été remis aux sinistrés pour plus d'1 milliard de francs CFA. Une cérémonie présidée par la ministre en charge du développement social en visite dans la région. Et lutte contre la fraude, on en parle dans ce journal. Au marché de la zone industrielle en commune 2 du district de Bamako, la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence a saisi une importante quantité de produits alimentaires périmés d'une valeur de plusieurs millions de nos francs. Cette action intervient après une intensification des contrôles de la DRCC afin de lutter contre la vente de produits alimentaires non conformes ou périmés. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, direction le Conseil national de transition où les membres ont adopté hier jeudi 5 projets de loi proposés par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Des projets de loi adoptés à l'unanimité conformément aux exigences de la Constitution de 2023. Il s'agit entre autres des projets de loi organiques fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour des comptes et leurs procédures. Ils ont aussi adopté la loi organique fixant le nombre des membres du gouvernement. Mamadou Fani. La Constitution de 2023 apporte beaucoup d'innovations à la Cour constitutionnelle, tant au niveau de sa composition que de sa compétence. Il était donc apparu nécessaire de prendre en charge les insuffisances dans l'actuelle loi organique régissant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour, d'où l'adoption de ces nouveaux textes de loi fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour, ainsi que la procédure de suivi devant elle. La loi a été adoptée après amendement à l'unanimité des 131 membres du CNT présents dans la salle. Le Mali a basculé dans la 4e République avec une nouvelle constitution. Et l'effectivité de cette constitution recommande nécessairement l'adoption d'un certain nombre de textes organiques, ne serait-ce que les textes organiques déjà pour les institutions et par rapport à toute autre disposition renvoyée à une loi organique, notamment la question de l'article 153 sur l'exception d'inconstitutionnalité, la question bien sûr des langues et autres. Je pense sincèrement que la commission des lois, durant cette session parlementaire d'octobre, est au four et au moulin pour parvenir à faire adopter la quasi-totalité de ces projets de loi organique. La deuxième loi adoptée par les membres du CNT est celle relative à la loi organique déterminant les modalités d'application de l'article 153 de la Constitution. Cette loi a été votée par 128 membres du CNT, 0 pour et 0 abstention. Tous ces textes que nous adoptons sont des recommandations fortes des Assises nationales de la refondation. C'est le cas de l'exception d'inconstitutionnalité qui est aujourd'hui garantie essentielle des droits et libertés des citoyens maliens. Depuis maintenant cette nouvelle constitution qui institue l'exception d'inconstitutionnalité, tous les citoyens désormais peuvent bien sûr saisir la Cour constitutionnelle par le biais d'un procès.
Autre loi soumise à l'approbation des membres du CNT est la loi organique fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement ainsi que la procédure de suivi de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Ces deux lois ont été approuvées respectivement à l'unanimité par 129 et 133 voix. Nous avons souhaité adopter cette loi pour deux raisons fondamentales. Parce que la loi organique de la Cour constitutionnelle du Mali est une loi organique qui date de 1997. Et si elle doit contrôler la constitutionnalité des lois sur la base de cette loi organique de 1997 qui est adossée à la Constitution du 25 février 1992, le travail allait être biaisé et quasiment même impossible. La Commission a travaillé pour faire adopter encore la loi organique sur la Cour suprême, la loi organique sur la Cour des comptes, qui vont contribuer essentiellement à consolider notre système judiciaire dans notre pays. L'adoption de ces deux textes à la majorité absolue, comme l'exige la Constitution, permettra de conforter les institutions judiciaires de la République. Ces textes constituent vraiment des outils juridiques majeurs dans l'ordonnancement juridique de notre pays, en ce sens que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes jouent un rôle clé dans la conduite des affaires judiciaires sur le plan constitutionnel, sur le plan administratif, sur le plan judiciaire et sur le plan des comptes. Donc il faut dire que c'est les hautes juridictions dans tous ces différents domaines qui voient leur cadre organique revu pour corriger toutes les insuffisances et les lacunes décelées, prendre en compte des innovations majeures donc qui vont permettre de les moderniser et de leur permettre d'être efficaces dans les missions qui leur sont confiées. La dernière loi votée hier jeudi est la loi organique fixant le nombre des membres du gouvernement. C'est un choix politique qui est inspiré de la charte qui avait été adoptée, qui est fixée à 25. On a constaté que la charte n'a pas pu être respectée intégralement et c'est la raison pour laquelle cette fois-ci la Constitution elle-même prescrit ce nombre-là mais qui est renvoyé à une loi organique. Cette loi a été votée par 129 pour, 0 contre et 0 abstention. Je vous le disais tantôt, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a rencontré hier après-midi les partis politiques. Objectif, solliciter leur appui et accompagnement, faire le point de la révision des listes électorales et des réformes politiques et institutionnelles. Des différentes communications, il ressort que la révision des listes électorales se passe bien et que plusieurs réformes majeures ont été faites. Les partis politiques ont salué la nomination du général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre avant de lui exprimer leur soutien. Le chef du gouvernement les a appelés à l'union sacrée et à la résilience face aux défis. Nous retrouvons Mamadi Koné et Aliou Touré. Après une période d'interruption revoilant le cadre de concertation nationale, le gouvernement, parti politique, au bonheur des deux partis. La rencontre est couplée à la prise de contact avec les partis politiques. Nommé le 21 novembre dernier au poste de Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga est venu solliciter le soutien et l'accompagnement de la classe politique. Au centre des échanges, le point sur la révision annuelle des listes électorales et les réformes politiques et institutionnelles. Le Premier ministre a salué la présence massive des partis politiques à cette rencontre avant d'évoquer les 8 axes de la lettre de cadrage adressée au gouvernement. Parmi les points, il faut souligner la création de conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront fin à la transition. La réalisation de ce dernier point requiert une concertation de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, d'autant plus que le chef de l'État a fait de l'inclusivité un principe d'action dans la conduite des réformes pendant la transition. Pour reprendre sa phrase, je cite, « C'est ensemble que nous ferons le Mali croît ». Je voudrais vous rassurer que les principes de ce cadre de concertation seront maintenus et respectés, à savoir l'inclusivité, la co-construction et la transparence. Dans notre mission, l'union sacrée est un prérequis. Nous comptons sur vous, la division et la haine ne profitent qu'à nos ennemis.
De l'exposé du directeur régional de l'administration du territoire, Abdoul Salam Diepkele, il ressort que la révision annuelle des listes électorales se passe bien. Elle a permis d'inscrire 58 906 nouveaux électeurs, de faire le transfert de 56 283 et d'éradier 37 833. De nos jours, le nombre d'électeurs s'élève à 8 472 439. La particularité de la révision des listes électorales de 2024 est qu'elle se tient sur la base de la réorganisation territoriale et administrative intervenue en 2023. C'est le lieu pour moi de saluer les cadres du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et ceux de l'autorité indépendante de gestion des élections qui ont travaillé d'arrache-pied au sein de la commission technique paritaire pour parvenir dans un délai court à ce résultat tangible. On peut donc affirmer qu'à l'issue de la révision annuelle des listes électorales de 2024, l'ensemble des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales disposeront de leurs listes électorales sur la base de la configuration administrative actuelle. En matière de réformes politiques et institutionnelles, le conférencier note la nouvelle loi fondamentale, la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics, le parachèvement du processus de réorganisation territoriale, l'institution de la carte d'identité nationale biométrique sécurisée, entre autres. Comme vous le savez, entre autres objectifs assignés à la transition, figure également la conduite des réformes politiques et institutionnelles pour sortir notre pays des crises politiques et sécuritaires cycliques qu'il connaît depuis plusieurs années. Et ceci est conforme à la vision du chef de l'État, qui est la suivante: mener des réformes clés avant d'organiser des élections. Orientation conforme aux attentes du peuple à l'issue des assises nationales de la refondation. Il est utile de rappeler que les réformes sont des piliers majeurs pour la stabilité et la paix durable dans notre pays, tenant compte des aspirations réelles des populations. Elles proposent des solutions à long terme adaptées pour une bonne gouvernance. Les responsables des partis politiques ont salué la nomination du général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre avant de lui exprimer leur soutien et leur accompagnement. Ils ont aussi salué la volonté de décrispation du climat politique. En retour, le chef du gouvernement a invité l'ensemble des acteurs à faire l'union sacrée et d'être résilients face aux défis. Et le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a aussi présidé ce vendredi le cadre de concertation nationale gouvernement-société civile. La révision annuelle des listes électorales et les réformes politiques et institutionnelles ont été le centre d'intérêt de cette rencontre qui a permis aux deux parties d'exprimer leur volonté commune de se donner la main pour le retour de la cohésion au Mali. Mamari Kone et Aliou Touré. Après la classe politique, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, rencontre la société civile. 2 points sont abordés lors de la rencontre. Il s'agit de la révision annuelle des listes électorales et le point des réformes politiques et institutionnelles. Dans notre mission, l'union sacrée est un prérequis et nous comptons sur vous. Après les 2 communications faites par le directeur général de l'administration du territoire, l'assistance a eu droit à la parole à travers des questions et contributions. Les intervenants ont ainsi apporté leur soutien aux autorités de la transition avant de s'interroger sur un certain nombre de sujets. Il s'agit du retrait du Mali de la CEDEAO, de la communication gouvernementale de la tenue des prochaines élections, ainsi que des difficultés d'accès à la carte biométrique sécurisée. Je tiens vraiment à vous dire, de vous rassurer. Le passeport que nous avons, ce n'est pas un passeport de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais mis 5 francs pour que le Mali confectionne ses passeports. C'est les autorités maliennes qui ont décidé, dans le cadre communautaire, de mettre le logo de la CEDEAO sur son passeport. Donc c'est un passeport malien. Maintenant, si on quitte la CEDEAO, forcément, on ne peut pas changer de passeport comme si on changeait de veste ou on changeait de boubou. Et il y a des dimensions. Il faut passer des appels d'offres, il faut trouver d'autres prestataires pour confectionner de nouveaux passeports. Mais ça, on ne peut pas le faire immédiatement. Donc vraiment, je tiens à vous dire de vous rassurer. Pour ce qui est de la communication gouvernementale, c'est vrai, c'est une réalité. Mais là encore, honnêtement, comme je dis, on vient de très loin. Si vous regardez un peu dans l'histoire de notre pays, le premier décret qui détermine les attributions spécifiques d'un porte-parole du gouvernement a été adopté le 31 décembre 2021. C'est-à-dire que de 1960 à 2021, il n'y avait pas de texte. Donc, là encore, vraiment, on sort petit à petit. Mais la communication aujourd'hui, on a bien compris, c'est vraiment un axe de guerre. Parce qu'on fait face à la désinformation, on fait face à beaucoup de choses. Mais ça nécessite à la fois l'implication du gouvernement, mais ça nécessite également l'implication
de tous les citoyens, des partis politiques et des organisations de la société civile. Actuellement, l'état civil est une matière qui est déléguée aux collectivités territoriales. Maintenant, l'État veut reprendre le contrôle. Ça ne veut pas dire que les collectivités territoriales ne seront pas impliquées, mais les maires n'auront la possibilité que de signer, mais plus la possibilité de modifier les données ou les lieux de naissance. Donc ça va même éviter à terme les cas de fraude et d'autres. La solution qu'on a, c'est de transformer le centre de traitement d'état civil en une agence qui sera chargée de la sécurisation et de l'état civil. Si on arrive à avoir une telle agence, le problème du NINA, le problème de révision annuelle des listes électorales, ni le problème Bébétoun, le problème des Maliens établis à l'extérieur, il n'y aura aucun problème. Cette démarche du Premier ministre est saluée par l'ensemble des participants. Sa pérennisation est d'ailleurs demandée. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut ils ont une volonté d'aller à une cohésion d'abord et après aller à des élections réfléchies, comme le disait le Premier ministre, pour que le Mali sorte de la crise que nous avons vécue. La société civile est sortie de cette rencontre avec beaucoup d'informations sur la révision des listes électorales, les réformes politiques ainsi que la conduite de la transition. Autre sujet, suite aux inondations causées par la montée des eaux du fleuve Niger ayant affecté plus de 400 ménages en région de Tombouctou, les hautes autorités ont dépêché une mission composée des ministres, ambassadeurs et responsables humanitaires pour constater l'ampleur des dégâts. Cette visite a permis à la délégation de mesurer les dégâts et exprimer la solidarité du gouvernement aux victimes qui ont tout perdu. Les détails avec Najim Babassi. C'est une forte délégation composée du ministre de la Santé et du Développement social et le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, ainsi que des ambassadeurs et partenaires étrangers, venus exprimer leur compassion et solidarité aux victimes des inondations survenues à Tombouctou dans le secteur Kolo, dans le quartier Djingarayber. La délégation se rendit sur le site pour constater les faits et saluer la résilience des habitants de Kolo. C'est le lieu de féliciter le gouverneur et tous les services régionaux qui ont fait de leur mieux. Saluer la population aussi qui a fait d'énormes efforts pour pouvoir sauver les vies. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Plus de 54 maisons qui ont été effondrées et ça continue, l'eau continue à monter. Ils ont fait des digues de fortune, ça continue et nous on verra ce qu'on pourra faire. Et les remercier et les féliciter pour la résilience et pour la solidarité dont eux-mêmes ont fait preuve avant que les autorités n'arrivent. Aujourd'hui, nous sommes à 1,93 milliard qui ont été mobilisés pour faire face aux inondations dans la région de Tombouctou. Et les évaluations sont en cours actuellement. Nous attendons juste le résultat de ces évaluations pour apporter la réponse aux populations sinistrées en fonction des besoins qui ont été identifiés. Mais déjà, nous n'avons pas attendu que les résultats de l'évaluation soient disponibles. Il y a déjà des assistances qui sont faites, il y a des consultations médicales qui ont été engagées auprès des communautés et aussi des assistances en matière de médicaments qui ont été accordées. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité, une occasion saisie par les hôtes pour exprimer les salutations du président de la transition et du gouvernement et solliciter leur accompagnement pour la réussite des grands chantiers de la nation. Et toujours dans la cité des 333 saints, le Mali et ses partenaires volent au secours des populations de la région de Tombouctou qui ont été victimes d'inondations, des vivres, des kits sanitaires, des tentes médicalisées. Plusieurs kits de dignité ont été remis aux sinistrés sur la place de l'Indépendance pour plus d'1 milliard de francs CFA. La ministre de la Santé et du Développement social est accompagnée par le commissaire à la sécurité alimentaire et des partenaires humanitaires. Idrissa Golo Sissoko. Cette visite du ministre de la Santé et du Développement social et le ministre commissaire à la sécurité alimentaire à Tombouctou rentre dans le cadre de la réponse des plus hautes autorités. Ces populations meurtries qui ont été éprouvées par les conséquences désastreuses des inondations ont besoin de la compassion de la nation. Nous sommes profondément touchés par ces inondations qui touchent tellement de peuples ici dans la région. Et nous sommes profondément impressionnés par l'aide mobilisée par les autorités ici sur place. Le montant qui a été signalé, c'est un montant qui a été collecté autour de tous les partenaires et de tous les acteurs qui sont basés ici
à Tombouctou. Commissaire à la sécurité alimentaire, l'assistance de son département a été constante au profit des populations et des réponses idoines seront apportées aux populations ayant perdu leur culture. Dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire de l'année 2024, l'État et ses partenaires s'étaient beaucoup mobilisés aussi dans la région pour venir en aide aux populations, comme cela a été dit par OCHA tout à l'heure. Et dans le cadre de ce plan national de réponse, l'État et même ses partenaires venaient de boucler l'assistance pour la période de soudure. Le commissariat à la sécurité alimentaire a assisté dans la région de Tombouctou 134 220 personnes dans ce cadre-là qui ont reçu 2237 tonnes de céréales. Selon les dernières estimations de la situation, la région a enregistré 259 cas d'inondation avec 11 247 ménages touchés et 8 423 maisons affectées. Composé de 80 tonnes de vivres, 500 bidons d'huile, 500 cartons de pâtes alimentaires, 962 kits NFI, 300 kits de dignité, 762 kits d'abri, 4 tentes médicalisées, des kits médicamenteux, consommables, matériel et équipements pour renforcer la prise en charge des victimes d'inondations. Des travaux de curage de caniveaux et de réhabilitation de la digue de protection de Diri. Des produits de purification d'eau pour les cercles de Gundam, Diré et Nyafunke. L'assistance en cash transfert à 3262 ménages sinistrés pour un montant de 135 415 000 francs CFA. Cette action, qui vient s'ajouter aux différents appuis déjà apportés par le gouvernement et les partenaires pour soulager les besoins de plusieurs ménages sinistrés, est estimée à 1,88 794 218 francs CFA. Je rappelle que les appuis annoncés concerneront tous les cercles de la région. La remise des dons aux différents bénéficiaires a mis fin à cette cérémonie d'assistance humanitaire en région de Tombouctou. Dans le même registre, le plan de réponse humanitaire de la Croix-Rouge malienne au titre de l'année 2025 a été présenté lundi à Bamako. Ce plan appelé réponse de la Croix-Rouge malienne à une urgence complexe envisage de toucher plus de 200 000 personnes en situation difficile. Il s'agit bien des victimes touchées par les inondations, l'insécurité alimentaire et les déplacements de population. Pour relever ces défis, les responsables de l'organisation humanitaire lancent un appel d'urgence afin de mobiliser plus de fonds. Sokono Kabisoko. La Croix-Rouge malienne, conformément à sa mission d'assistance aux personnes en situation difficile, a besoin, au titre de l'année 2025, de la somme de 5 milliards de francs CFA. Cette somme doit lui permettre de venir en aide à 200 000 personnes dans les zones touchées par les inondations, l'insécurité alimentaire et les déplacements de population. Avec plus de 17 millions de volontaires à travers le monde, nous comptons sur ce vaste réseau, ce formidable réseau pour mobiliser les ressources humaines, logistiques et financières pour venir en aide à ces populations. Le programme Appel d'urgence à la crise complexe au Mali, dans sa première phase, a permis de prendre en charge 95 000 personnes. Pour la réussite de la seconde phase, l'implication de toutes les parties prenantes s'avère nécessaire. Le peuple a besoin de nous. Beaucoup des activités sont faites avec les activités quotidiennes de la Croix-Rouge malienne, avec le plan annuel. Mais ce n'est pas suffisant. Depuis des décennies, cette organisation est un pilier de l'action humanitaire au Mali. En tant que gouvernement, nous voyons dans ce plan de réponse, bien qu'une réponse immédiate à une urgence, mais nous voyons un engagement fort pour construire un avenir plus résilient pour nos communautés. Pour une durée de 12 mois, l'initiative touchera 8 régions et du district de Bamako. La ministre en charge de la Santé et du Développement social a procédé au siège de son département à la remise des équipements roulants et matériels informatiques aux directions régionales de la santé et des districts sanitaires. Ces équipements sanitaires s'élèvent à plus de 300 millions de francs CFA. Aliou Abdoulaye Touré nous en dit plus.
Cette cérémonie de remise d'équipements roulants et matériel informatique entre dans le cadre du renforcement du système de santé au Mali. Pour le Fonds mondial, c'est un véritable honneur de pouvoir, à travers ces dons d'ambulances, ces équipements aussi sur les motos qui vont permettre et les équipements informatiques d'aider dans la fonctionnalité, le travail quotidien des équipes qui sont dans les régions, des acteurs communautaires aussi pour atteindre les patients et permettre un meilleur accès aux soins et paquet intégré d'activités pour la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Ces équipements acquis par l'UMRSS et le Plan international Mali pour un montant global de 369 344 000 francs CFA sont constitués de 30 kits de matériel informatique pour les DRS acquis sur la subvention CMRM gérée par l'UMRSS pour un montant de 200 594 000. Logistique roulante constituée de 60 motos YBR destinées aux superviseurs dédiés acquises avec la subvention C19RM par l'UMRSS pour un montant de 86 430 000 francs CFA. 28 motos-ambulances pour faciliter la référence évacuation acquise sur la subvention GC7 par plan international pour un montant de 82 320 000 francs CFA. La ministre en charge de la Santé a aussi rappelé que ces acquisitions faciliteront la réalisation des actions inscrites dans les 4 axes d'intervention du Fonds mondial, à savoir les soins de santé primaire, le système de surveillance, le système d'information sanitaire, le réseau de laboratoires et la chaîne d'approvisionnement. La ministre a par ailleurs invité les bénéficiaires de ces équipements d'en faire bon usage au seul profit de la population. Je vous le disais au tout début de cette édition, la ministre des Transports et des Infrastructures a effectué une visite inopinée sur le chantier des travaux d'aménagement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27. Il s'agit du tronçon 2x2 voies et 2x3 avec bande d'arrêt. L'entreprise Covec Mali EGK en charge de l'exécution du chantier poursuit les travaux à satisfaction. La ministre a prodigué des conseils à l'endroit des entreprises mais a surtout insisté sur le respect du délai. Le point avec Seydou Traoré et Aboubakar Traoré. Du rond-point du Grand Hôtel au laboratoire central vétérinaire, le ministre des Transports et des Infrastructures sur le terrain poursuit de près l'évolution des travaux de l'élargissement du tronçon urbain 2x2 voies plus d'1 kilomètre et de 2x3 voies au-delà de 7 km. Ce chantier d'amélioration de la mobilité urbaine à l'intérieur de la capitale a été lancé le 16 juillet dernier par le président de la transition. L'entreprise en charge de l'exécution du projet est à pied d'œuvre pour livrer à temps. Si vous regardez, les travaux aujourd'hui ont commencé et les travaux avancent normalement. Comme tout projet, ces projets se situent en plein centre-ville de Bamako. Donc, et les quartiers qui se trouvent à la périphérie sont alimentés. Et les alimentations, que ce soit en eau, que ce soit en électricité, que ce soit en fibre optique, passent sous cette chaussée. Donc, raison pour laquelle, quand vous regardez l'ampleur des travaux, il y a une partie qui se compose des réseaux. Et les réseaux doivent être déplacés. Donc, comme ils l'ont dit dans les devis, les réseaux même constituent, les déplacements constituent 20% du montant des travaux. Donc, ce qui fait que ces travaux sont en cours. Et il y a des zones aussi qui doivent être dégagées. C'est-à-dire nous avons des constructions dans l'emprise de la voie. Ces constructions doivent être dégagées. Et entre-temps, on a des tronçons qui sont libres et les tronçons pour lesquels les travaux peuvent être exécutés sont en cours. Au niveau du quartier Djilibougou, les travaux de terrassement des caniveaux sont en cours à la satisfaction des usagers du tronçon. Je pense que si ça parvient à continuer comme ça va contribuer à l'embellissement de la ville. Et je pense que la transition est en train de répondre aux attentes de la population, vraiment. Je salue les militaires. Nous sommes très contents. Avec les travaux, nous avons de l'espace. Je remercie les autorités pour ce travail. En plus des 2 voies aller et retour, le tronçon aura des bandes d'arrêt d'urgence, des pistes cyclables et un trottoir piéton. Et c'est pourquoi les exigences des autorités en charge du transport sont élevées pour la sécurisation de nos routes. Comme
on a connu l'hivernage 2024. L'hivernage 2025 aussi va être très très pluvieux. Donc raison pour laquelle des conseils ont été donnés pour que des travaux qui ne peuvent pas être exécutés sous eau, pour qu'ils commencent avec ces corps d'État. Et les travaux de bétonnage par endroits qui peuvent être exécutés même pendant l'hivernage, ils doivent les laisser après. Le coût de ce projet structurant est estimé à plus de 33 milliards de francs CFA sur le financement du budget national et doit être bouclé et livré en 36 mois par le groupement d'entreprises COVEC Mali et GK. Et nous restons avec la ministre des Transports pour parler de la célébration ce 7 décembre de la Journée internationale de l'aviation civile. Le thème de l'édition 2024 est « Un ciel sûr, un avenir durable OACI 80 ans ». L'objectif de cette célébration est d'informer et de sensibiliser sur le rôle de l'aviation civile dans le développement socio-économique des États, une occasion saisie par la ministre des Transports et des Infrastructures de rappeler les efforts consentis par les autorités de la transition. Seydou Traoré. C'est un 7 décembre 1944 que 52 États se sont réunis à Chicago, aux États-Unis, pour mettre sur les fonds baptismaux l'Organisation de l'aviation civile. L'OACI, d'année en année, est devenue un pont pour l'humanité dans le domaine de l'aviation civile et un vecteur incontournable. En 1996, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu à l'initiative de l'OACI, le 7 décembre de chaque année, comme Journée internationale de l'aviation civile et a proclamé officiellement cette date Journée des Nations unies. Le thème choisi cette année est « Un ciel sûr, un avenir durable, OACI 80 ans ». Le Mali célèbre la journée avec des initiatives novatrices pour le développement de l'aviation. Sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres du 31 juillet 2024 les textes de création de la nouvelle compagnie aérienne du Mali, dénommée Mali Airlines SA. Au département des transports et des infrastructures, les techniciens et responsables sont unanimes qu'un avenir durable et plus résilient pour l'aviation est bien plus que possible. La réglementation nationale en matière d'aviation civile est élaborée sur la base de normes et pratiques recommandées et dictées par l'OACI. La République du Mali s'est dotée d'un code de l'aviation civile qui entretient un arsenal juridique conforme aux normes de l'OACI. Le ministre Sissoko a enfin exhorté les acteurs du transport aérien et les usagers des aéroports du Mali au respect des mesures de sûreté et de sécurité. La première édition de la Journée nationale des exportations du Mali est aussi célébrée demain 7 décembre. Cette journée, instaurée en 2023 par les autorités de la transition, est un cadre de réflexion, d'analyse et de mobilisation autour du rôle important que jouent les exportations dans le développement économique du Mali. C'est l'occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de saluer les efforts du gouvernement et des acteurs engagés pour la promotion de nos produits et services à l'échelle sous-régionale et internationale. Batraoré. La célébration de la Journée nationale des exportations du Mali est l'une des initiatives prises par le gouvernement de transition pour booster l'économie du Mali. L'événement, qui est à sa première édition, a pour objectif de créer et entretenir un cadre de dialogue permanent entre les pouvoirs publics et les acteurs autour des défis, enjeux et perspectives du développement en vue de promouvoir les exportations. Cette journée, au-delà de la dimension symbolique, est un moment de réflexion, d'analyse et de mobilisation autour du rôle clé que joue l'exportation dans le développement économique durable, inclusif et participatif de notre pays. Les exportations ne se résument pas seulement en une activité commerciale, mais une véritable source de création de richesses, levier de croissance. Elles constituent un vecteur important de développement durable, mais aussi un moyen de promouvoir le savoir-faire et notre identité nationale au-delà de nos frontières. Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, le contexte économique mondial reste marqué par une évolution croissante des besoins.
Il convient donc de diversifier les marchés à l'exportation en ouvrant de nouvelles sources de revenus. Pour tirer parti des opportunités offertes par les marchés émergents, les entreprises doivent adopter une approche méthodologique et stratégique pour les exportations fondée sur les éléments clés à considérer. Bien que promoteurs, les marchés émergents présentent aussi des risques spécifiques qu'il convient d'intégrer dans la conquête. Le ministre en charge du commerce estime que la promotion des exportations doit se faire en équation avec la couverture des besoins. Il s'agit spécifiquement de créer un cadre de dialogue et d'échange entre l'État et les exportateurs pour décider les suites à donner par rapport aux préoccupations. Renforcer l'appropriation de la stratégie nationale de développement des exportations par les acteurs du secteur, récompenser les entreprises qui sont distinguées dans la conquête de nouveaux marchés. Je tiens à saluer d'ores et déjà l'engagement remarquable de tous ceux et de toutes celles qui, par leur travail acharné, contribuent à promouvoir nos produits et services à l'échelle sous-régionale, régionale et internationale. Le ministre Moussa Alassane Diallo a enfin rappelé la nécessité de renforcer les partenariats internationaux et de tirer parti des accords commerciaux déjà conclus. Visite de terrain du tout nouveau ministre de l'Énergie et de l'Eau à 2 centrales. En effet, il vient de visiter la centrale de Sirakoro, puis le poste de distribution de Balengue. Objectif, s'enquérir de l'état de fonctionnement des installations et aussi une prise de contact avec le personnel. Une prise de contact mise à profit par le ministre Djané pour passer un message du président de la transition. Visite suivie par Boubacar Bablé-Touré. Un mal n'a de remède que lorsqu'il est bien diagnostiqué. Premier objectif de cette visite de terrain du tout nouveau ministre de l'Énergie et de l'Eau, venu pour s'enquérir non seulement de l'état de fonctionnement des installations, mais aussi de recenser les difficultés en vue de proposer des solutions urgentes. La visite a concerné dans un premier temps la nouvelle centrale thermique de Sirakoro, puis le poste de distribution du quartier et a pris fin à la centrale de Balengue. Il faut améliorer l'existant. Donc je suis venu constater de visu quel est le problème, on a compris. Donc on va tout mettre en œuvre pour que la production puisse reprendre dans un bref délai et que la desserte soit améliorée. Donc pour ça, je compte sur l'ensemble des personnels. Comme deuxième objectif de ce périple du ministre Djané, une prise de contact avec le personnel de EDM, avec à la clé un message du président de la transition, chef de l'État. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, nous a instruit vraiment de trouver rapidement une solution à cette crise énergétique. Donc c'est dans ce cadre que je viens voir l'ensemble du personnel, d'abord pour les féliciter, les encourager, passer ce message du président à l'ensemble des travailleurs. C'est vrai, la crise énergétique que nous traversons, c'est un défi immense, mais qu'à cela ne tient. Pour moi, ce n'est pas rédhibitoire. Et le chef du département d'exhorter le directeur général de EDM et son équipe à redoubler d'efforts pour relever ces défis énergétiques qui, selon lui, n'a que trop duré. Sur un tout autre plan, plus de 36 000 migrants maliens ont été aidés à retourner dans leur pays et parmi eux, un peu moins de 36 000 ont bénéficié d'une assistance individuelle. Ces chiffres ont été révélés à la faveur de la deuxième session du comité de pilotage du programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique subsaharienne. Plus de détails avec Nouhoum Sissoko. La deuxième session du comité de pilotage du MPRRSSA, programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique subsaharienne, se penche sur le bilan des activités menées. Ce programme lancé en 2022 s'appuie sur les acquis de l'initiative conjointe Union européenne Organisation internationale pour les migrations en matière de protection et de réintégration des migrants. Grâce à ce programme, 36 504 migrants maliens ont été aidés à retourner dans leur pays en toute sécurité et en toute dignité. Parmi eux, 35 993 ont bénéficié d'une assistance individuelle à la réintégration. 32 348 migrants ont été soutenus pour démarrer des activités génératrices de revenus. 13 824 ont reçu des formations professionnelles. 25 000 aides en cash ont été fournis dans le cadre de l'initiative que nous appelons communément Cash Based Initiative.
11 204 migrants de retour ont reçu une assistance directe et plus de 6 000 migrants internationaux en transit au Mali ont pu être aidés. Ce programme veille à ce que les migrants retournent dans des conditions minimales de dignité et bénéficient donc de cette assistance à leur arrivée, y compris l'accès à des services essentiels comme le soutien psychologique et les services de santé. La protection et la réintégration des migrants constituent une préoccupation fondamentale des pouvoirs publics, selon le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. La feuille de route du nouveau gouvernement, il a été expressément demandé de veiller à la protection des Maliens établis à l'extérieur et de mettre en œuvre des actions robustes en faveur de la diaspora et sur les questions migratoires. Nos priorités futures doivent s'inscrire donc dans cette direction pour une meilleure gouvernance des migrations. L'Organisation internationale pour les migrations œuvre avec ses partenaires de la communauté internationale pour notamment défendre la dignité humaine et le bien-être des migrants, encourager le développement social et économique par la migration, faire progresser la compréhension des questions migratoires. Et ce communiqué pour poursuivre ce journal, Yacouba Diakité, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali à Rome, a présenté le jeudi 5 décembre 2024 ses lettres de créance à son Excellence M. Sergio Mattarella, président de la République italienne. Lors de l'entretien qui a suivi la cérémonie solennelle de présentation des lettres de créance, le diplomate malien a transmis au président italien les chaleureuses salutations de son Excellence général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il a saisi cette occasion pour saluer la qualité des relations de coopération entre les deux pays et exprimer son engagement à contribuer à leur renforcement dans le respect des principes clés qui régissent l'action publique au Mali. Ici à Bamako, quelques semaines après sa prise de fonction, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a effectué des visites de terrain hier jeudi dans 2 structures relevant de son département. Elle s'est rendue au Centre de formation professionnelle Awa Keita et au Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant CNDIF. Le constat avec Abibatou dit Koyan Diakiti. Centre Awa Keita, il est 10 heures passées de 20 minutes lorsque la voiture conduisant la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille franchit les portes de ce centre de formation professionnelle. Une visite inopinée de Diarra Djeneba Sanogo pour constater de visu l'état des lieux. De la salle de conférence au bureau du directeur général, en passant par les ateliers pédagogiques et les salles de formation, le constat est là. Contigu, le Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant, CNDIF, a également reçu la visite de la délégation, au cours de laquelle Madame la ministre a eu droit à une projection sur la présentation de quelques résultats de l'annuaire statistique sur la promotion du genre en 2023 et aussi sur le site numérique Précofem. Il s'agit de faire en sorte que la femme malienne brille de mille feux et joue surtout tout son rôle dans le processus de développement de Malipura. J'ai constaté les difficultés, les défis auxquels nous sommes confrontés et je pense que les conditions immédiates doivent améliorer ces 2 structures-là pour que nos sœurs puissent continuer à bénéficier des différents appuis. Des vœux, pourquoi pas, de fin d'année que les responsables de ces structures espèrent voir réaliser assez vite.
Culture Bamako vit au rythme de la deuxième édition de la foire exposition vente du Sénégal initiée par Challengers Fashion Team. Cette foire met en lumière le savoir-faire des artisans et les couturiers du Sénégal. Elle contribue au renforcement de l'intégration africaine entre le Mali et le Sénégal qui sont unis par l'histoire. Cette foire qui se déroule au CICB propose toute une gamme de produits, de vêtements et autres articles du Sénégal. Découvrons la dite foire intitulée Le Sénégal au Mali avec Aridjou Matina. Challengers Fashion Team organise la deuxième édition de la foire exposition vente intitulée Le Sénégal au Mali. Cet événement d'exposition vise à raffermir davantage les liens séculaires et multiformes entre le Sénégal et le Mali. Entre le Sénégal et le Mali, tout nous unit et nous réunit. L'histoire, la géographie, le bon voisinage, la parenté, l'amitié, la culture, mais aussi une communauté de destin. C'est dans ce sens que s'inscrit cette foire exposition. Cet événement est bien plus qu'une simple exposition. Il est un symbole fort de l'intégration africaine et un témoignage vivant des liens de fraternité qui unissent nos deux pays. Elle est une opportunité pour les visiteurs de découvrir des trésors cachés, de soutenir des initiatives locales et de promouvoir le commerce intra-africain. La deuxième édition de la foire exposition vente du Sénégal au Mali met l'accent sur des articles, des objets, des habits et autres produits de mode issus du savoir-faire des artisans du Sénégal. Ça montre que le Mali et le Sénégal, c'est le même pays. Le Sénégal, les Maliens quittent ici pour le Sénégal pour aller acheter beaucoup d'articles là-bas. Aujourd'hui, le Sénégal a amené les articles pour faciliter, donc ça veut dire que c'est le même père, le même mère. C'est une large gamme. Nous avons ici le shake-off, le cocolagène qui est là. C'est ça le cocolagène. Nous avons l'espulina, liquide chlorophylle, le café Edmark, Rediest, Troika, Troikani. C'est une large gamme et de la vitamine C. C'est ma première fois d'exposer ici. Je n'ai rien acheté d'abord, mais je suis venue visiter les salles. J'ai vu les articles, les prix sont abordables. J'invite tout le monde à venir. Initiatrice de l'événement, l'équipe Challenger Fashion Team est composée selon sa présidente de jeunes africains qui s'engagent à faire rayonner la culture africaine à travers le monde. La foire se poursuit au CICB jusqu'au dimanche 9 décembre. Et direction à présent Arabie Saoudite en marche de la COP 16 sur la désertification à Riyad. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a multiplié les rencontres. En marge de l'événement, elle a rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Envoyés spéciaux à Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Kone. Accompagnée d'une importante délégation, la ministre en charge de l'environnement Doumbia Mariam Tangara a entamé une tournée des stands représentant le savoir-faire malien en matière de lutte contre la désertification et de promotion du développement durable. La première halte a été effectuée au stand de l'ONG Astrad Mali, appui solidaire pour le renforcement de l'aide au développement. Cette organisation se distingue par ses initiatives novatrices dans la lutte contre le changement climatique et son engagement en faveur des objectifs de développement durable ODD. La délégation s'est ensuite rendue au stand de la Banque mondiale, partenaire clé de l'accompagnement des projets environnementaux et des programmes soutenus par le PRTD Mali. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les efforts conjoints entre les institutions maliennes et internationales pour faire face aux défis climatiques. Dans la continuité de ces activités, la ministre a rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur du Mali à Riyad. Ce moment de convivialité a permis de saluer l'appui diplomatique crucial dans la mobilisation des partenaires techniques et financiers en faveur des projets environnementaux du Mali. Nous sommes un pays qui est principalement concerné par tout ce qui touche à la lutte contre la désertification. Donc c'est dans ce cadre que Madame le ministre a effectué cette mission. Vraiment, nous sommes très honorés.
Ces différentes visites témoignent de l'engagement du Mali à se positionner comme un acteur dynamique dans la lutte contre la désertification et les effets du changement climatique. À travers ces rencontres, le Mali renforce sa présence sur la scène internationale tout en valorisant les initiatives locales et les partenariats stratégiques. La radio nationale du Burkina Faso fête ses 65 ans. Cet anniversaire est non seulement l'occasion de saluer l'engagement et les efforts des travailleurs, mais aussi de les inviter à fournir plus d'efforts, surtout dans un paysage médiatique en pleine mutation et dans un contexte de crise multiforme. La cérémonie de célébration avec Adama Gouti et Bienvenue Taonsa. Célébration grandeur nature pour un baobab du paysage médiatique burkinabé. Radio Burkina, 65 ans. Informer, éduquer et divertir ce qu'elle a su et sait faire depuis de belles lurettes, et ce, au gré des difficultés. La RTB Radio a su, avec persévérance, demeurer une référence pour l'information, la culture et l'éducation, en dépit des épreuves et des obstacles qui se sont dressés sur son chemin. Des résultats acquis grâce à des hommes et femmes guidés par le souci du professionnalisme et qui, dans un contexte de défis multiples, sont appelés à se réinventer et se mettre en face des attentes d'un public qui s'informe différemment, mais qui reste attaché à la radio mère. Les défis numériques du moment nous imposent de repenser nos méthodes de travail, de diversifier nos contenus et d'intensifier notre présence sur les nouvelles plateformes d'information et de communication. Ce 65e anniversaire intervient au moment où le Burkina Faso lutte pour sa survie, moment pour elle de réaffirmer son engagement à soutenir les efforts des autorités et des forces combattantes pour l'atteinte de la victoire finale contre les forces du mal. Je puis vous rassurer que la RTB et l'ensemble de ses travailleurs se sont appropriés vos pertinentes orientations en matière de production et de diffusion de contenus endogènes en phase avec nos réalités, l'affirmation de notre identité et de notre souveraineté, mais également avec les objectifs et les enjeux de la Confédération des États membres de l'AES. Cet événement enregistre la présence de délégations maliennes et nigériennes, signe de la détermination des peuples de l'AES à cheminer ensemble dans la solidarité et la fraternité. Et nous partons à Niamey à présent pour parler d'un bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 1er au 4 décembre 2024. Commentaire Jocelyne Amoussou, Moussa Maman Maïgar. À l'ouest du pays, sur la rive droite du fleuve Niger, la région de Tillabéri demeure au centre des efforts de l'opération NIA visant à démanteler les réseaux terroristes et à rétablir la sécurité. Cette semaine, nos unités engagées ont enregistré une série de succès notables à travers des interventions ciblées. Dans la localité de Bodol, sur la base d'un renseignement fiable, un convoi de vivres destiné aux terroristes a été intercepté par nos forces. Cette intervention a permis la neutralisation de 3 terroristes et la saisie de 40 sacs de sorgho, plusieurs bottes de mil et une motocyclette. Dans la nuit du 29 au 30 novembre, aux environs de 0h30, un individu suspect au guidon d'un vélo a été repéré à proximité de la préfecture de Torodi. À l'approche de la patrouille, l'individu a abandonné un sac avant de s'enfuir. Les vérifications ont révélé une bonbonne de gaz remplie de charges explosives, des billes, des métaux et plusieurs projectiles reliés à une batterie et un dispositif de mise à feu. Une équipe spécialisée du génie militaire a procédé avec succès à la destruction de l'engin explosif, sécurisant ainsi la zone. Enfin, une autre patrouille des forces de sécurité en mission dans la zone de Banjo a surpris sur un arbre 2 guetteurs terroristes et confectionneurs d'engins explosifs improvisés. Les insurgés tentèrent de prendre la fuite en vain, car ils ont tous été tués.
Un sac contenant un chargeur Motorola et plusieurs fils électriques destinés à la fabrication des mines artisanales ont été saisis, toujours dans la région de Tillabéri. Dans la soirée du lundi 2 décembre dernier, la patrouille départementale de Filengue a procédé à l'arrestation d'un individu suspecté d'appartenir à un réseau criminel. Après des vérifications approfondies par les services compétents, le suspect a finalement été relâché. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Auparavant, la mission hebdomadaire d'escorte sur l'axe Manguese-Tiloua a été marquée par un accident de la voie publique. Un camion civil renversé à 18 km de Tiloua a subi des dégâts dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, en fin de semaine dernière. La brigade d'intervention et de recherche de la douane de Zender a procédé à une importante saisie de produits frauduleux dans le secteur de Mborto. Il s'agit de la confiscation de plus de 3400 litres d'essence et 87 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits. À l'est du pays, dans la région de Difa, dans la soirée du mardi 3 décembre 2024, une opération menée dans la ville de Difa a permis de capturer 2 éminents ravitailleurs affiliés à Boko Haram. Les saisies réalisées lors de cette intervention incluent 2 véhicules, des sommes d'argent s'élevant à 21 403 700 francs CFA, 12 613 000 francs tchadiens et 8 457 050 naira, une importante quantité de pièces détachées pour motocyclettes et véhicules. La veille, le lundi 2 décembre, la patrouille départementale de Ngingimi a conduit une action offensive sur la berge de Kwatambarwa. Cette opération a conduit à l'arrestation de 2 autres ravitailleurs liés à Boko Haram et à la saisie de vivres destinés à alimenter les groupes armés. Parallèlement, une mission menée près du marché de Boulamari a permis d'appréhender 5 autres ravitailleurs. Ces individus étaient en possession d'une somme totale de 9 millions de naira, probablement destinée à financer les activités des insurgés. Dans le secteur de Niamey, dans le cadre du renforcement du maillage sécuritaire dans la capitale et ses environs, les éléments engagés dans l'opération Inchinkasa ont réalisé des interventions fructueuses ces derniers jours. Au cours de leur mission, les forces ont interpellé un trafiquant de drogue en possession d'une importante quantité de substances illicites. Dans un quartier de la ville, les forces ont également arrêté un individu impliqué dans des activités de soutien logistique aux groupes armés terroristes. Cet homme avait pour rôle de se procurer des motocyclettes à Niamey afin de les livrer à ses commanditaires, contribuant ainsi à leurs opérations illégales. Et poursuivons ce journal dans la mouvance de la célébration de la fête nationale de Qatar au Mali. L'ambassadeur a organisé une réception à laquelle ont pris part les représentants du gouvernement, ceux des organisations internationales, consulaires et diplomatiques au Mali. Cette fête est célébrée chaque année le 18 décembre depuis 1878, nous dit Youssouf Diakité. Cette réception organisée par l'ambassadeur du Qatar au Mali consacre la célébration de la journée nationale de l'État du Qatar. La fête en question commémore la fondation de l'État du Qatar le 18 décembre 1878. Au regard du partenariat stratégique entre le Qatar et le Mali, l'occasion était opportune pour égrener les domaines de coopération. La politique étrangère de l'État du Qatar repose sur un ensemble de principes énoncés dans sa constitution. Sur la base de ces principes, l'État du Qatar condamne avec la dernière enregie toutes les attaques terroristes visant les forces armées maliennes. La diplomatie malienne est représentée ici par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Aga Attayer, a saisi l'opportunité pour saluer l'exemplarité de la coopération entre les deux pays. Le Mali et le Qatar entretiennent depuis plusieurs décennies de solides relations d'amitié basées sur notre appartenance commune à la Oumma islamique, ainsi qu'au respect des principes qui guide l'action diplomatique de nos deux États, à savoir le respect de notre souveraineté
ainsi que notre droit légitime à mener des politiques et stratégies conformes aux intérêts de nos peuples. La réception a regroupé les représentants des organisations internationales, consulaires et diplomatiques au Mali. Sur un tout autre plan, le quartier Hippodrome remporte le premier prix de l'opération Mon quartier propre. L'initiative du ministère en charge de la jeunesse a mis en compétition 68 quartiers du district de Bamako et de Kati. Elle vise à promouvoir un environnement propre et sain. L'opération Mon quartier propre a mobilisé les jeunes et les communautés à travers l'entretien régulier des caniveaux et des espaces. Abdul Karim Kaba nous fait le point. Après un mois de compétition, c'est l'hippodrome qui remporte le premier prix de l'opération Mon quartier propre. Cette compétition interquartier a permis aux jeunes de rivaliser pour la promotion de l'assainissement et la propriété dans les communes du Mali. Pour remporter ce trophée, tout le monde s'est impliqué pour vraiment rendre l'hippodrome propre. C'est ce qui a fait que l'hippodrome a remporté ce prix aujourd'hui. La citoyenneté commence par la propriété de notre environnement, d'où cette initiative Mon quartier propre. L'opération a concerné 68 quartiers du district de Bamako et de Kati. L'initiative Mon quartier propre a été aussi effective dans 14 régions du pays. C'est une manière d'encourager les habitants à nettoyer les rues, entretenir les caniveaux et participer aux campagnes de sensibilisation. C'est énorme, c'est du gros travail. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance, leur dire merci et dire merci aussi aux chefs de quartier. Ils ont été les premiers à croire en ce projet. Lorsque nous leur avons parlé, je leur ai dit que c'était un projet vraiment sur instruction du président de la transition. Ils l'ont pris comme leur projet et ils l'ont piloté, ils ont mobilisé leurs jeunes. Et vraiment à titre très bénévole, nous n'avons quasiment rien dépensé là-dessus. Et nous avons été appuyés par le ministère de l'Environnement et la délégation spéciale du district de Bamako par rapport aux équipements que nous avons eus, mais de façon globale, nous pouvons être heureux aujourd'hui de dire que les jeunes ont relevé le défi avec brio. Les 3 premiers quartiers de toutes les communes ont reçu des trophées et des attestations. Les partenaires du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, ont reçu également des attestations de reconnaissance pour leur implication dans la réussite de l'opération Mon quartier propre. Parlons à présent de la lutte contre la fraude au marché de la zone industrielle en commune 2 du district de Bamako. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence a saisi une importante quantité de produits alimentaires périmés dont le montant est estimé à plusieurs millions de francs CFA. Cette action intervient après une intensification des contrôles de la DRCCC afin de lutter contre la vente de produits alimentaires non conformes ou périmés. Benoko Fofana et Sidiki Balo, reportage. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence, dans sa mission régalienne, a saisi une quantité importante de produits alimentaires périmés dans des entrepôts et commerces de détail au marché de la zone industrielle en commune 2 du district de Bamako. Parmi les produits concernés, on retrouve des boissons, des conserves, des produits laitiers, des spaghettis et autres. Ces produits étaient destinés à la vente malgré la péremption de la date de consommation. Nous avons reçu une information de la part des citoyens comme quoi il y a des produits périmés dans ces boutiques-là. Des produits périmés, des produits impropres à la consommation. Donc avec cette information, nous avons déployé une équipe de brigade sur le terrain pour venir vérifier l'information. Une fois arrivés sur les lieux, lorsqu'ils ont ouvert les magasins, ils ont trouvé qu'effectivement que les produits qui sont dans ces magasins sont vraiment des produits, il y a des produits périmés dedans, il y a des produits avariés, il y a des produits aussi falsifiés, dont la date a été falsifiée. Nous avons vu qu'ils ont des appareils avec lesquels vraiment ils font la falsification, ils chauffent, ils mettent d'autres dates, donc c'est très grave. Donc nous avons aussi aperçu que vraiment dans les mêmes lieux, qu'il y a des gens qui ils déballent la pâte alimentaire, ils enlèvent vraiment l'emballage de la pâte alimentaire pour pouvoir les mettre dans les sacs vides et les vendre comme ça par kilo. Selon le directeur régional du commerce, les commerçants qui s'adonnent à cette pratique s'exposent à des sanctions. Par rapport à cette situation, nous allons faire les documents et nous allons les envoyer au niveau de la justice. Donc ces auteurs-là seront sanctionnés conformément aux lois en vigueur. Donc les produits vont être pour un premier temps
saisis de façon provisoire par nos services, envoyés au niveau de la justice pour être saisis définitivement. Ensuite, on va les détruire. Pour la circonstance, le directeur régional du commerce invite les fraudeurs à abandonner cette pratique et sollicite l'accompagnement de la population à combattre le phénomène. Nous tenons vraiment à demander à la population vraiment de nous donner des informations. Vous avez vu l'autre jour que nous avons reçu vraiment des véhicules de la part des plus hautes autorités à travers notre direction générale pour que nous puissions être déployés partout dans les districts de Bamako pour pouvoir sillonner les marchés, voir les produits qui sont nocifs vraiment pour la santé de nos consommateurs, de les retirer vraiment des marchés pour que nos populations puissent aller acheter des produits de bonne qualité. Il y a des commerçants qui se comportent bien, mais parmi eux, il y a des gens vraiment qui font ces genres d'activités à côté, qui est très nocif vraiment pour la santé de nos consommateurs. S'ils ont connaissance vraiment des pratiques comme ça, de leurs collègues vraiment de nous donner l'information. Les saisies de produits alimentaires périmés sont une mesure nécessaire pour préserver la santé publique et renforcer la confiance des consommateurs. Les travaux de la formation des secrétaires du ministère de la Communication et de l'Économie numérique ont pris fin ce vendredi. Les échanges ont porté sur la rédaction administrative, le langage administratif, la technique de préparation de la rédaction administrative, compte rendu INABA. Cette formation de 4 jours a permis aux participants de renforcer leurs capacités dans le domaine de la rédaction administrative. La session a concerné plus d'une trentaine de secrétaires et assistantes de direction du département en charge de la communication et de l'économie numérique. Elle a bénéficié de l'appui technique de Amali Conseil. Une fois quand vous quittez les bancs, généralement les chefs vous oublient. Or, avec la nouvelle technologie, nous avons besoin de nous former davantage pour satisfaire à tous les besoins. Demandons au ministère vraiment de penser à ces formations pour les secrétaires, pour que les secrétaires puissent répondre aux attentes. Le Mali, sous la houlette de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a privilégié la digitalisation de l'administration. Et donc, votre rôle sera central et important dans cette digitalisation de l'administration. Aucune administration ne pourra être performante ou se moderniser sans l'appui des secrétaires et du personnel d'appui. Donc le département sera toujours là pour vous aider à suivre les formations. Cette importante formation a été financée par le département de tutelle. Le ministre Alhamdou Ag-Ilien s'engage à initier d'autres sessions de formation pour l'amélioration du travail des détenteurs de secrets dans le département. L'Agence nationale pour l'emploi engage le dialogue social en son sein. Les administrateurs de l'ANPE sont réunis pour 2 jours afin d'orienter, conseiller et superviser les entités opérationnelles en vue de l'application productive de la politique nationale de l'emploi. Famoussa Sidibé nous en dit plus. Décrit comme la charpente des services d'emploi au Mali, le conseil d'administration de l'ANPE est représentatif de la crème des acteurs clés du monde du travail. Ce dialogue social ainsi établi entre les administrateurs et les organes opérationnels est une recommandation du gouvernement. Le profil des administrateurs également, composé partiellement d'acteurs syndicaux et du secteur privé, fait partie des éléments favorisant la tenue de ce dialogue. Le dialogue social n'est pas qu'un concept. Il est l'instrument au service de la stabilité sociale, de la productivité et du développement durable. Il constitue un mécanisme par lequel les intérêts des employeurs, des travailleurs et des pouvoirs publics peuvent converger vers des solutions partagées et bénéfiques pour tous. Selon la ministre Oumou Salsek, en ratifiant les conventions de l'Organisation internationale du travail, notamment celles relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective et au service public de l'emploi, le Mali s'est engagé à promouvoir un dialogue social inclusif et constructif. Dans un monde en constante mutation, le dialogue social se présente comme un pilier incontournable de la cohésion sociale, de la paix durable et du développement économique inclusif. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Mali accorde une attention particulière à son renforcement dans toutes les sphères de la société, comme en témoigne le pacte de solidarité pour la croissance et le développement signé avec tous les acteurs du monde du travail.
L'ANPE donne ainsi le ton d'une dynamisation de ses outils de gestion afin de répondre plus efficacement aux attentes du monde du travail pour une réduction significative du taux de chômage dans le pays. Les pèlerins marcheurs du 53e pèlerinage de Kita ont été reçus hier 5 décembre par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes qui avait à ses côtés son homologue de l'agriculture. Ils ont été félicités et encouragés par les ministres. Daouda Koné a suivi cette rencontre. Des messages de reconnaissance, des félicitations et prières ont meublé cette rencontre des pèlerins marcheurs et les ministres des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et celui de l'agriculture. Les visiteurs se disent chanceux puisque c'est une première qu'ils sont reçus de la sorte après le pèlerinage. D'abord, la reconnaissance de l'État et l'encouragement de l'État. C'est une action qui est une première pour nous et qui nous ravit sincèrement. Il nous a montré la présence de l'État à travers cette invitation et la joie ne peut qu'être immense. Leur venue au département a été une occasion pour les ministres présents de leur manifester la reconnaissance de l'État pour leur dévouement constant pour la paix au Mali. Ce qu'ils ont fait au nom de la foi, ils l'ont fait au nom du Mali. Ce qu'ils ont fait au nom de l'Église, ils l'ont fait au nom de la transition. Ils l'ont fait au nom du développement et l'amour de leur pays. Parce que la foi qui les a permis de marcher jusqu'à 185 kilos, c'est la même foi qui doit les pousser à construire leur pays. C'est la même foi qui doit les pousser à ne pas trahir leur pays. C'est la même foi qui doit les pousser à considérer que le pays est avant et après. Tout. Pour rappel, le pèlerinage de Kita a eu lieu du 30 novembre au 1er décembre 2024 et les pèlerins marcheurs étaient au nombre de 353 cette année. Direction Cité des Askia, lancement mercredi dernier à Gao des assises des États généraux de la santé des régions de Gao, Kidal et Menaka. Cette rencontre devrait permettre aux acteurs de la santé et aux partenaires des 3 régions de faire le diagnostic de notre système de santé pour le bien-être des populations. Aliou Idrissa Maïga pour plus de détails. 3 jours durant, les spécialistes de la santé des régions de Gao, Kidal et Menaka et leurs partenaires vont échanger sur les problèmes qui minent notre système de santé, faire des propositions de solutions et élaborer un plan d'action avec un programme réaliste de mise en œuvre des solutions proposées et un mécanisme de suivi-évaluation des interventions retenues. L'objectif ici, c'est de mettre ensemble tous les acteurs de la santé pour échanger sur le fonctionnement de notre système de santé, voir son organisation, identifier les principales difficultés pour pouvoir les solutionner afin de renforcer la performance de notre système de santé. Nous espérons partager avec vous les acteurs clés, la vision stratégique du ministère de la Santé et du Développement social qui va nous permettre de construire un consensus autour des analyses, des acquis, des défis qui se posent à notre système de santé. Pour le général de division Moussa Mouriba Traoré, gouverneur de la région de Gao, la tenue des États généraux de la santé est d'une importance très capitale pour les régions de Gao, Kidal et Menaka, mais aussi pour l'ensemble du pays. Au Mali, la politique nationale de la santé est fondée sur des principes de soins de santé primaires et de l'initiative de Bamako, dont l'objectif principal est de permettre un accès très large aux couches les plus vulnérables à des médicaments et à moindre coût. Au terme de ces assises, les participants vont s'accorder sur les mesures et actions nécessaires à entreprendre pour relever les défis du secteur de la santé. À suivre dans nos programmes après cette édition, votre rubrique mensuelle Démêler le vrai du faux. Nous vous proposons un extrait de ce numéro sur des rumeurs, notamment le recrutement des paramilitaires français dans l'armée malienne. Suivons.
Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous revenons sur les faits marquants qui ont agité les réseaux sociaux et les web tout au long du mois de novembre. Sans plus tarder, nous commençons ces investigations. À la mi-novembre, une rumeur affirmant que les paramilitaires français auraient été recrutés au Mali pour piloter des drones a largement circulé sur les réseaux sociaux. Les communiqués officiels de la DIRPA ont démenti cette allégation qui n'était pas fondée. Aucune collaboration de l'armée malienne avec des opérateurs de drones paramilitaires français n'a eu lieu. Cette information est donc du fake. À suivre l'intégralité de cette rubrique juste après ce journal. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez de bons moments de télévision.